Mesdames, Messieurs, je me trouve à la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et à mes côtés, son directeur général, M. Issaka Konaté. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, madame. Merci de nous recevoir pour ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré à la migration irrégulière ivoirienne. Un plaisir. Alors, M. Konaté, est-ce que vous dormez sereinement, sachant qu'au moment peut-être où on parle, il y a des Ivoiriens qui veulent partir et quitter le pays? Je pense que nous avons beaucoup progressé sur la question, donc je suis satisfait des efforts qui ont été faits dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière. Je dis bien la lutte contre la migration irrégulière. Les gens ont le droit de bouger, ils ont le droit de se déplacer. Ce que nous dénonçons, c'est la migration irrégulière qui coûte hélas des vies et qui a besoin d'être contenue. Alors justement, en ce qui concerne cette migration irrégulière, alors, les chiffres sont avancés. 50 millions de migrants seraient africains, dont 13% ivoiriens. Ce sont les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. La Côte d'Ivoire a 1 240 000 ressortissants répartis à travers le monde et 50% des 50 millions de personnes, 10% pardon, de 50% nous amènera déjà au-delà des 5 millions. Il n'y a pas autant d'Ivoiriens qui résident à l'extérieur, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la question de la nationalité. La question de la migration irrégulière est très difficile. Il est difficile de déterminer de façon précise la nationalité d'origine des personnes. Mais je vous rassure, oui, dans le monde, il y a 250 millions de personnes qui vivent en dehors de leur pays de naissance. Et dans ces 250 millions de personnes, le continent africain vient en 4e position. Est-ce que c'est insatisfait que de venir en 4e position? Non, je veux dire que la migration est un phénomène normal, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les gens bougent, les gens vont continuer de bouger. Rien ne peut empêcher les gens de bouger. Toutefois, nous luttons pour qu'il y ait une gouvernance mondiale de la migration, qui est une migration qui est bénéfique pour les pays de départ, de transit, et les pays d'arrivée. Alors là, nous parlons de la migration irrégulière. Tout à fait. Voilà, donc c'est quand même un problème, c'est une problématique qui est au cœur quand même de votre quotidien. Alors, lorsque on a rencontré donc, ces ex-migrants durant le reportage, ils ont affirmé ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins, ceux de leur famille, et puis être confrontés au chômage. Alors, est-ce de la détresse, de l'inconscience, ou bien tout simplement du désespoir? Les gens bougent pour plusieurs raisons. De la recherche de mieux-être qui a toujours été la raison fondamentale qui a été évoquée lorsqu'on fait le profilage des migrants, à la détresse. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui sort du lot. Je connais des pays européens où 60 000 jeunes partent par an avec un niveau minimum Master 2 à la recherche de meilleures opportunités. Ce n'est pas une réalité qui est propre aux pays africains. Les gens bougent, les gens vont continuer de bouger. Je dis bien qu'il faut faire attention et faire le distinguo entre la migration irrégulière et la migration régulière. Et ces jeunes dont je vous parle, pour la plupart, il y a des chiffres, avaient un revenu régulier au-dessus du SMIC, mais ils partent quand même. Alors, est-ce que cela ne vous pose pas un problème de compréhension? Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Il faut voir la question du jeu des réseaux de passeurs aujourd'hui dans la zone d'Afrique de l'Ouest. On leur explique que dans les pays d'accueil, ils ont la possibilité d'augmenter, voire de multiplier, à tort d'ailleurs, leurs revenus par 10, par 100, en faisant les mêmes travaux dans nos pays. Alors, vous parliez tout à l'heure des passeurs. Malheureusement, on a l'impression que rien n'est fait. Je pense qu'il y a une mauvaise appréciation de ce qui se passe. Beaucoup est fait. D'ailleurs, l'État des Côte d'Ivoire a mis en place un dispositif légal qui permet, dans la loi dans le trafic illicite des migrants, de punir sévèrement. Il y a eu des démantèlements d'énormément de réseaux. Mais les réseaux peuvent se constituer parce que nous sommes dans une zone en Afrique de l'Ouest, de ce qu'on appelle une zone de libre circulation, conformément au protocole de 75 et de 79 de la CEDEAO. Les Africains, dans la zone de la CEDEAO, ont la liberté de bouger. Et donc, ils ne sont irréguliers que quand ils sortent de la zone d'Afrique de l'Ouest, ce qui complexifie la donne. Mais nous travaillons, les réseaux sont démantelés régulièrement. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, nous l'avons fait dans beaucoup de régions. Et aujourd'hui, on installe ce qu'on appelle les comités régionaux de lutte contre la migration irrégulière en Côte d'Ivoire. Ils ont 3 objectifs. Un objectif de sensibilisation de proximité, un autre objectif de démantèlement des réseaux. Et le dernier objectif qu'on leur a signé, c'est celui du suivi des actions de réinsertion dans les zones de leur juridiction. Alors, le gouvernement ivoirien travaille depuis près de 3 ans avec l'OIM. C'est un programme de retour volontaire des migrants, évidemment d'autres partenaires. Mais pour quel résultat? Initialement, l'objectif était de permettre aux personnes qui veulent revenir volontairement dans les pays de se faire accompagner, d'avoir le transport qui est payé et d'avoir une aide à la réinsertion. En Côte d'Ivoire, pour harmoniser cette politique, nous avons travaillé avec l'OIM et nous avons mis en place ce qu'on appelle une politique de retour, un plan de retour.
de sorte qu'il y ait une harmonisation des politiques de retour. Quand les personnes reviennent, elles passent par un schéma qui est défini par l'État, qui permet ensuite une réinsertion socio-économique en fonction du profil du migrant. Parlons réinsertion. Il y a une initiative d'un jeune franco-ivoirien, M. Dablé, Loïc Dablé, donc, qui a monté donc, un espace qui permet donc, la formation et je dirais la réinsertion de jeunes. Je rappelle quand même que ce projet il est financé par l'OIM et l'Union européenne. Alors, est-ce que vous encouragez ce genre d'initiative privée? Tous les projets qui permettent une réinsertion des personnes, oui. On parle de réinsertion durable des personnes, que ces projets puissent être favorisés, que ces personnes puissent être autonomes, qu'elles se prennent en charge, qu'elles apprennent de nouveaux métiers, qu'elles aient envie de faire ce qu'elles font. Si on force les gens à aller dans des professions qu'elles n'ont pas envie de faire, ben, elles vont l'utiliser comme elles l'ont fait par le passé. Elles vont repartir quand elles auront accumulé assez de ressources. Alors, comment vous faites en sorte pour les sensibiliser de façon à ce que ce revenu ne serve pas à un nouveau départ pour une aventure incertaine? Je n'ai pas de boule de cristal. Personne ne peut déterminer de façon précise que l'aide qu'il apporte à quelqu'un va lui servir dans le sens pour lequel la personne demande l'aide. Il y a des gens qui vous demandent de l'aide pour quelque chose, qui prennent des ressources, qui font quelque chose d'autre. Alors justement, en ce qui concerne cette réinsertion des métiers, est-ce qu'il y a un métier qui, je dirais, qui est au-dessus d'autres métiers en ce qui concerne la réinsertion des ex-migrants? J'ai vu que beaucoup de personnes veulent aller dans le domaine de l'aviculture, de l'agriculture, de la vente, de l'élevage. Ce sont des projets que je vois, mais pour moi aujourd'hui, je vois très peu de projets qui sortent de l'ordinaire, où la personne revient, elle a envie d'apprendre quelque chose de nouveau et essayer de voir ce qu'elle peut faire. J'ai l'impression que les gens... Ben, écoutez, dans le domaine informatique, j'ai envie de voir, parce qu'aujourd'hui, j'avais vu une étude du cabinet Dell qui disait que 85%, je crois, des emplois qui seraient en vigueur en 2030-2050 n'ont pas encore été créés. Donc, il faut rêver demain, il faut travailler à trouver des emplois, des sources de revenus. Il faut refuser de rester systématiquement dans l'habitude qu'on connaît, c'est-à-dire de petits vendeurs ou de revendeurs ou d'ensuite d'élevage. Il faut diversifier les sources de sorte que... Est-ce que ce n'est pas aussi votre responsabilité d'encourager ces jeunes ou de leur faire la démonstration, de leur prouver effectivement qu'il y a d'autres secteurs qui sont porteurs? Bien sûr que ça, c'est le travail qui se fait. Vous savez que sur la question de réinsertion des jeunes, ça dépend aussi du niveau de chacune des personnes. Vous avez quelqu'un qui a un niveau BPC, qui allait en migration irrégulière, à qui vous pouvez expliquer un certain nombre de choses. Vous avez quelqu'un qui allait en migration irrégulière, qui n'est pas allé à l'école, à qui vous devez expliquer d'autres réalités pour pouvoir lui permettre de se réinsérer. Les réalités sont complètement différentes. Donc, à partir du profil du migrant, vous avez des propositions de projets qu'on leur fait. Personne ne leur impose un projet. Est-ce que vous avez l'impression que ces projets sont à même de fixer ces jeunes et de les, je dirais, de les amener à ne pas vouloir partir ou repartir vers l'étranger? Je m'évertue à dire qu'on pose mal le problème. Donc allez-y, posez-le bien. On est en train de dire que l'objectif, c'est que les gens ne bougent pas. Oui. L'objectif est que les gens, s'ils veulent bouger, qu'ils le fassent régulièrement. Absolument. Il y a vraiment une nuance. Alors, ce que je dis, les appuis de l'Union européenne à l'Organisation internationale pour les migrations dans la mise en place de projets systématiques dans les pays des départs pour contrôler les mouvements migratoires vers les territoires européens sont une possibilité. Elles doivent intervenir dans les stratégies globales des pays pour répondre à la problématique jeune. Je ne confie pas la responsabilité de la gestion de la question migratoire uniquement aux bailleurs de fonds. Nous avons, nous les États, notre responsabilité. Parlons-en, M. Konaté. Est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, je dis bien en tant qu'État, a les moyens de ne pas dépendre de la communauté internationale en ce qui concerne les financements et peut-être d'avoir ou de proposer un programme de réinsertion ivoiro-ivoirien? Bien sûr, non seulement la Côte d'Ivoire peut le faire, elle peut aussi le faire dans le cadre régional. Je vous rappelle que le 27 novembre 2015, la Côte d'Ivoire a été l'un des tout premiers pays au monde à envoyer un jet et chercher les ressortissants ivoiriens qui étaient bloqués en Libye. Aujourd'hui, indépendamment de la politique de l'Union européenne, de l'appui de l'Union européenne à l'OIM, à travers lequel 6275 personnes sont revenues, l'État de Côte d'Ivoire a fait revenir plus de 8500 personnes, dont seulement 1672 pendant la Covid. Donc, ce sont des efforts qui se poursuivent. Vous êtes satisfait de ces chiffres que vous donnez ce soir? Je suis content du fait que l'État a une constance sociale vis-à-vis de ses ressortissants qui se retrouvent en situation d'extrême difficulté. Et l'État apporte sa solidarité à toutes ces personnes. Moi, je pense que c'est important pour un État moderne. Sauf erreur de ma part, en ce qui concerne la croissance économique, elle est comprise entre 7% et 8%.
Et pourtant, la migration irrégulière des Ivoiriens se poursuit. Je suis obligé de vous faire un commentaire. Monsieur Konaté. Plus Oui, ça va dans les pays, plus les gens bougent. Aujourd'hui, les nouvelles études montrent que ce ne sont pas les plus pauvres qui bougent finalement. Alors, la sensibilisation, on le voit, est un élément important en ce qui concerne ce phénomène de migration irrégulière, quel que soit le pays en réalité. Des ex-migrants postent via les réseaux sociaux leur nouvelle et belle vie et maisons et voitures. Et de potentiels migrants sont appâtés. Alors, comment vous travaillez, vous et peut-être des partenaires, pour, je dirais, combattre cette manipulation via le digital? On fait des campagnes avec des ONG ivoiriennes ou occidentales ou même l'État sur les réseaux sociaux. On lance des capsules, on fait des vidéos, on essaie de sensibiliser. On a fait un film Migrants Retour d'enfer qui est en diffusion libre sur YouTube où on a tenté de suivre les migrants ivoiriens, où on les sensibilise. Est-ce que c'est suivi? C'est très suivi. On continue ces différents efforts. Je pense qu'il faut poursuivre les efforts en même temps que les efforts d'appui aux jeunes et puis continuer afin qu'il y ait une prise de conscience. Elle ne va pas être systématique. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, nous les Africains, mais nous devons être plus solidaires dans tout ce que nous faisons. Alors, votre message pour tous ceux qui nous regardent ce soir? Une personne qui meurt, c'est une de trop. Et que la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie, j'insiste. Pour moi, c'est important. Au réseau de passeurs, je pense qu'elles doivent répondre de leurs actes devant les juridictions pénales, parce que c'est important, parce que c'est ce qui permet aussi de mettre fin à ce trafic illicite de migrants. Et puis aux jeunes, je leur dis que les opportunités existent en Côte d'Ivoire. Nous sommes un très bon pays. Je continue de penser que nous avons beaucoup d'opportunités qu'il faut continuer de saisir. Nous avons aidé beaucoup de nos jeunes à revenir en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'ils saisissent les opportunités qu'il y a et qu'en cas de difficultés, qu'ils n'hésitent pas à voir les structures nationales en charge de la réinsertion des jeunes. Merci, M. Konaté, de nous avoir reçus pour ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, consacré à la migration irrégulière ivoirienne. Un plaisir. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au terme de ce premier numéro de 52 minutes pour comprendre, sans organisation véritable, sans stratégie nationale. Malheureusement, la migration irrégulière aura encore de beaux jours devant elle. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci et bien sûr sur la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes.